Bienvenue sur le plateau de ZDNet. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser un peu au futur sur le thème dans 10 ans, quel sera l'impact des big data et de l'IoT sur l'infrastructure et les réseaux. Pour apporter quelques réponses ou quelques éléments de réponse à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Patrick de Michel. Patrick, vous êtes Distinguished Technologist chez Hewlett Packard Enterprise, vous êtes très proche des labs. Et vous occupez d'un projet très disruptif qui s'appelle The Machine, qui est complètement focalisé sur les big data et l'IoT. Donc je pense que vous en parlerez un petit peu tout à l'heure. À côté de vous, j'ai Pierre Fauquenot. Pierre, vous êtes DSI de transition, vous avez un long passé dans l'IoT, même avant que le mot IoT ait été inventé. Vous êtes électronicien de formation et vous réfléchissez à un projet de business dans l'IoT. Alors, avant de préparer ce plateau, j'ai regardé quelques chiffres et quand on regarde le marché de l'IoT, on a envie de prendre des cachets de notamine parce que c'est vertigineux. Gartner prévoit que d'ici fin 2016, il y ait 6,4 milliards d'objets connectés. Ce n'est pas tout à fait un objet par personne humaine sur Terre, y compris les bébés, mais presque. Sur ces 6,4 milliards, il y a à peu près 60% qui sont sur le B2C, donc les montres, les bracelets, j'en passe et des meilleurs, et donc 40% sur le B2B. Et si on regarde IDC, eux prévoient carrément 20 milliards d'objets d'ici fin 2020. Alors, Pierre, est-ce que ces chiffres-là, c'est de l'info ou c'est de l'intox? Alors, c'est réel, c'est très massif ce qui arrive. On voit il y a plusieurs tendances importantes. Google a racheté Nest, par exemple. Nest, ce sont des thermostats connectés. Ça permet à Google de vendre un service déjà avec Nest et surtout de savoir quand les gens rentrent chez eux. Donc le contenu des publicités peut changer parce qu'on sait que les gens sont rentrés ou pas chez eux. Il y a General Motors, par exemple, qui envisage de gagner de l'argent demain en revendant de la data. Le type d'opération qu'ils peuvent faire, c'est, imaginons on a 20% d'essence dans le réservoir, on est sur l'autoroute, on peut faire le plein à l'extérieur ou sur l'autoroute. Ils nous font une pub sur notre smartphone, tiens, il y a une promo chez Total dans 5 km, et ils vont revendre le lead chez Total qui va donner X euros à General Motors. Et donc ils sont prêts à ne plus gagner d'argent sur la vente du véhicule, mais sur la vente des données. Donc on voit que en fait, c'est massif, ça peut concerner des centaines de millions de voitures. Patrick, quand on écoute ça, on dit mais il y a des flux de données immenses, des tsunamis de données. Hein. C'est bien joli tout ça, mais est-ce que les réseaux vont supporter la charge? Oui, effectivement, on va se être confronté à un vrai challenge, c'est-à-dire le tsunami, c'est bien l'image, hein, elle est correcte. Il est tellement important ce tsunami que donc Hewlett Packard Enterprise, on pense qu'il faut vraiment refondre l'infrastructure, les réseaux, le stockage, les moyens de calcul vont devoir être réinventés pour pouvoir répondre à cette demande. Si on ne le fait pas, vraiment, il n'y aura pas l'Internet des objets comme on le prévoit avec tous ces équipements qui vont arriver tout partout, très riches, avec plein de sensors très capables, mais qu'il faut traiter, qu'il faut extraire la valeur de ces données. C'est le challenge. Quand on regarde un peu les domaines fonctionnels qui marchent le plus, la santé est souvent citée. Pierre, je crois que vous avez été très confronté à ces problèmes d'IoT dans la santé. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, pour améliorer la qualité des soins, par exemple, dans les maisons de retraite, on pourrait imaginer, ça n'existe pas encore, hein, des capteurs de couche qui détectent si la couche est saturée en eau. À ce moment-là, la personne qui porte la couche ressent l'humidité. Donc on peut imaginer un capteur qui coûte quelques euros avec une pile qui dure longtemps, et on remonte cette information via des réseaux d'objets connectés. On peut imaginer des capteurs de chute qui seraient, alors là, à partir par exemple de smartphones qui auraient des capteurs infrarouges pour détecter la chute. Le calcul aurait lieu dans le smartphone avec un équipement, on a de l'intelligence localisée dans la chambre et il remonte une alerte quand le scénario, il y a une probabilité que ce soit réellement la chute de quelqu'un. Hein, donc on voit qu'on pourrait aussi avoir chaque prise électrique de la chambre avec un interrupteur intégré et sur une tablette, on éteint, ça existe déjà dans l'hôtellerie, mais imaginons la société où j'étais, il y avait 60 000 chambres, 4 prises électriques, ça fait 240 000 objets connectés sur un réseau. Voilà. Comment on gère ce truc-là dans la pratique? Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont 240 000 adresses IP à gérer sur leur service.
il y a un autre sujet qui me fait un peu peur, parce qu'on a déjà tous lu l'histoire de hacking, de voitures, même de surveiller bébé. Est-ce que du coup, il ne faut pas penser aussi sécurité dès qu'on parle d'objets connectés? Et l'intégrer, pas de la bâtir au-dessus, mais de l'intégrer dans l'objet. Ouais. Parce que là, on est aujourd'hui effectivement en centaines de milliers, mais on va vers des milliards. Les HP Lab envisage le trillion d'objets connectés. Donc à ce moment-là, effectivement, la sécurité, elle est primordiale. Faut reconnaître qu'aujourd'hui, la sécurité n'était pas critique. On a produit des drones, des objets sans cryptage, sans aucune sécurité. Donc c'est facile de faire mieux. Mais les challenges auxquels on veut adresser, c'est pas que la sécurité, c'est la privacy, la résilience des machines. À l'échelle où on va, c'est-à-dire sans intervention humaine, ces systèmes vont être critiques pour l'humanité. On va avoir des véhicules autonomes qui vont prendre des décisions pour nous. Et on n'a pas le droit à l'erreur. Personne ne tolérera la moindre erreur. On accepte qu'un humain fasse une erreur au volant, on n'acceptera jamais une erreur de la machine. Donc la sécurité, c'est primordial et c'est une des raisons fondamentales qu'on repense l'infrastructure. Et pour la première fois, un constructeur repense de façon holistique tous les composants, le hardware, le software, et met de la sécurité à tous les étages. Donc, ça veut dire qu'il va falloir mettre plus de capacité de traitement, de rendre les objets un peu plus intelligents, donc c'est vers ça qu'on va? Oui, c'est non seulement un peu plus intelligent, mais même très intelligent. Et le challenge, c'est de le faire avec une énergie très faible, on a très peu de moyens de calcul et très peu de... Donc il faut amener de l'innovation pour être capable de faire ça, et il va falloir mettre de l'intelligence dans la continuité du calcul, c'est-à-dire dans l'objet lui-même, oui, dans les gateways qui seront à quelques mètres, dans les gateways qui seront à quelques kilomètres, et jusqu'au data center. Et tous ces systèmes vont apprendre à coopérer et de façon plus efficiente possible faire le traitement nécessaire. Là, on parle d'objets futurs, mais est-ce qu'il n'y a pas un marché de rétrofit, de connexion des objets classiques? Pierre, je crois que vous avez un exemple là-dessus. Oui, j'ai rencontré l'autre jour quelqu'un qui s'occupait de la R&D d'une entreprise de thermostats mécaniques. Oula, on est dans le 1.0 là. Exactement, oui. Alors pourquoi il est mécanique? Parce que c'est pas cher à fabriquer. Et il avait une équipe de R&D qui l'a lancé à faire des thermostats électroniques. Et alors je lui ai dit, tiens, mais t'as pensé à le connecter avec Sigfox, par exemple? Puisque dans toute la France est couverte avec Sigfox, tu n'as pas besoin de mettre d'équipement relais. Et il dit, ah bon, très bien, je suis sûr qu'il a démarré un projet aujourd'hui là-dessus. Et l'avantage pour lui, il va pouvoir vendre des économies d'énergie grâce à son thermostat mécanique devenu électronique, piloté par un smartphone, les gens il y aura un retour sur investissement dans le fait de rééquiper son ancien chauffe-eau avec un nouveau thermostat. Donc c'est très intéressant, on voit qu'il y a énormément d'usages qui vont être nouveaux, on va générer des bénéfices et on pourra faire le rétrofit des équipements en place. Donc là, du coup, on est parti pour un sacré bout de temps. Là, on parle de l'IoT de demain matin, mais vous êtes proche des labs, donc j'imagine que vous pensez, vous réfléchissez à l'IoT des 10 ans à venir, sans dévoiler de secret industriel. Qu'est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal? Alors, on a les challenges de l'énergie, on a les challenges des réseaux, du stockage. La donnée, il faut la capturer, il faut la traiter, il faut la réduire où on les produit. Les réseaux, quoi qu'on fasse, on aura trop de data. Ces équipements vont générer vraiment trop de data. Et donc, il faut en extraire plus de valeur possible localement et ensuite amener au data center. Et dans le data center, on va y mettre beaucoup d'intelligence. Donc, c'est de l'intelligence artificielle. On va apprendre de collection d'objets. On va avoir des millions d'objets qui sont similaires. Et donc, on va apprendre à détecter lesquels sont en train de fonctionner mal, par exemple. Et donc, c'est des algorithmes par apprentissage. On parle de deep learning, de cognitive computing, c'est les termes scientifiques utilisés. Et on travaille sur toute la chaîne. Et ça va être mis en œuvre extensivement dans les 5 prochaines années. C'est vraiment un marché gigantesque, effectivement. Et on parlait des objets. On va avoir tous les objets connectés. On ne doit plus parler de l'Internet des objets, on doit parler de l'Internet de everything. Everything sera connecté. L'humain, nous, on sera instrumenté. Et peut-être à un moment donné, on avalera des pilules qui prendront des données sur les paramètres de notre corps pour des raisons médicales. Voilà. Pierre, on vient d'avoir la vision d'HPE sur les 10 ans à venir. Est-ce que vous partagez cette perspective ? Oui, moi je suis convaincu que tout va être extrêmement massif en milliards d'objets, que ça va nous envahir partout, voilà, que ça a déjà commencé. Donc on y est. On y est.
C'est parti. En guise de conclusion, en quoi est-ce que The Machine, c'est le projet d'HP, s'inscrit dans cette vision qu'a Hewlett Packard Enterprise sur l'IoT dans les 10 ans à venir? Donc, Hewlett Packard en entreprise, on développe ce programme depuis un certain nombre d'années et on pense aujourd'hui qu'on est les seuls à présenter cette vision disruptive. Et donc, j'invite les gens qui veulent comprendre où va l'Internet des objets à 10 ans de regarder plus près cette vision. Ce n'est pas encore des produits, mais c'est de la technologie pour permettre de pouvoir répondre aux challenges de l'Internet des objets à 10 ans. Voilà. Avec des partenaires, il y a une espèce d'écosystème qui va se monter là-dessus. Bien sûr, oui. C'est très ambitieux et donc c'est avec un ensemble de partenaires universitaires, industriels. Beaucoup sera open source. On va animer la communauté open source pour mettre le plus de gens au travail autour de ces challenges, la sécurité, l'énergie, l'efficience et ainsi de suite. Bien, chers amis, vous l'avez compris, le futur a déjà commencé. Je vais remercier Patrick et Pierre de leur présence et ne manquez pas les prochains épisodes consacrés à l'IoT.